On a avec nous en ligne le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Bon matin, Adrien. Bon matin, Jeff, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Good. Hey, on regarde d'abord, on a fait l'analyse des états financiers de 2012-2013 qui viennent de sortir. On en retient quoi? Bien, d'abord, là, ce qui est intéressant, c'est que personne n'en a entendu parler. Hein. Ce qui me fascine, moi, c'est que le budget qui ne fait qu'annoncer des intentions, tu sais, voici ce qu'on espère faire l'an prochain. Ça, là, c'est un vrai cirque médiatique. Mais quand les résultats en bout de piste sortent, ben là, on s'en fout, tu sais, on n'entend pas parler, ça fait pas les journaux. Est-ce que je me trompe? Dans un CA, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on regarde, oui, l'année qui s'en vient, puis les prévisions de dépenses, puis les prévisions de revenus, puis on regarde ça, puis on souhaite que dans les deux cas, ça se matérialise pour arriver avec le chiffre d'en bas. Mais on regarde surtout la fin de l'année fiscale, puis on regarde si quand on compare avec ce qu'on a fait comme réunion il y a un an, puis on se dit « Wow, notre CIO a fait une maudite job ». C'est ça, exactement. Tu sais, on regarde les résultats. Mais c'est assez typique de notre culture de déresponsabilisation. Le gouvernement annonce des trucs, mais finalement, on regarde jamais, on fait jamais d'analyse pour voir si les programmes fonctionnent ou si les annonces ont eu l'effet escompté ou tout ça. En tout cas, tout ça pour dire que le communiqué de presse qui est sorti est un beau titre, hein, une gestion rigoureuse des dépenses. Et le communiqué de presse annonçait que le déficit budgétaire pour l'année terminée au 31 mars 2013 s'établissait à 1,6 milliard. Là, je souligne le mot budgétaire, je vais y revenir tantôt, mais c'est le déficit budgétaire qui est à 1,6 milliard. Première chose, qui est un peu consternante, c'est que le vérificateur général annonce que les états financiers du gouvernement ne respectent pas les normes comptables canadiennes. Ça, c'est la première page là, dans les états financiers. C'est la première page, c'est toujours le rapport du vérificateur. Ça commence Alors, bien. il nous dit que le gouvernement a passé une loi cet été pour lui permettre de comptabiliser les subventions aux municipalités d'une façon qui respecte pas les conventions comptables. Et si le gouvernement avait comptabilisé ça selon les normes comptables normales, le déficit aurait été de 40% plus élevé. Bon, alors, tout ça en partant, ça va pas trop bien. Maintenant, quand on regarde les états financiers, première chose qu'on remarque, c'est que les revenus du gouvernement, donc les taxes, les impôts, tout ça, ça a augmenté, donc on est encore plus imposé. Ça a augmenté de 1,7 milliard, mais en tout cas, c'est moins que ce que le gouvernement avait espéré. Le gouvernement avait espéré 4,4 milliards. Là, il faut se rappeler que dans les augmentations de revenus, dans l'année 2012-2013, terminée le 31 mars 2013, il y a 733 millions de compensations du gouvernement fédéral, de M. Harper, pour l'harmonisation des taxes de vente. Puis il va y avoir une deuxième tranche pour l'année 2013-2014, dans laquelle on est actuellement, là. Il va y avoir une deuxième tranche de 1,5 milliard de cadeaux qui va nous venir d'Ottawa, et puis après ça, c'est fini. Alors, cette année, on a 1,5 milliard de cadeaux, et c'est supposé être l'année là où on est supposé atteindre le déficit zéro. Alors, ça, c'est ce qui me frappe là pour les revenus. Pour les dépenses, ben le gouvernement nous dit que ils sont tellement bons, c'est incroyable, tout ça. Mais finalement, les dépenses ont augmenté quand même de 2,7 %, surtout à cause de l'augmentation des dépenses de santé de 5,2 %. Alors, les dépenses de santé puis l'augmentation des dépenses de santé, là, c'est pas nécessairement parce que d'augmentation de personnel, c'est parce que les salaires, il y a des augmentations de salaire. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que la part que la santé représente sur l'ensemble des dépenses du gouvernement là, augmente constamment. Tu sais, ça a passé de 34,3 à 37,8 %. Alors donc, c'est constamment en augmentation, là. Ça, c'est bien inquiétant. En bout de piste, Jeff, quand on regarde le bottom line, comme on dit, le déficit dans les états financiers vérifiés par le vérificateur général n'est pas de 1,6 milliard comme l'annonçait M. Marceau, mais de 2,5 milliards. Puis la raison, c'est que le gouvernement a exclu la perte causée par la fermeture de Gentilly 2 parce qu'elle n'était pas budgétée. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que la perte budgétaire est de 1,6 milliard, mais de fait, la vraie perte est de 2,5 milliards.
Alors, évidemment, le vérificateur général, lui, les opérations de maquillage de relations publiques, là, ça passe pas le test. Alors, lui, il donne les vrais chiffres, donc 2,5 milliards. Mais ce qui est préoccupant, c'est que la dette du gouvernement a fait un bond prodigieux de 8,4 milliards en une seule année, là. Et puis le ratio d'endettement par rapport à la richesse qu'on crée, par rapport au produit intérieur brut, a grimpé. Ça continue tout le temps à grimper par rapport à la richesse, par rapport aux revenus. Là, la dette aujourd'hui là, s'élève à quasiment 192 milliards. Là. Alors, c'est vraiment préoccupant parce que depuis 3 ans, de 2009 à 2012, là, la dette brute du gouvernement a augmenté de 34 milliards. Ça, c'est en partie, c'est sûr qu'on investit, on construit des routes, des ponts, tout ça pour essayer de rattraper le retard qu'on a. Mais il y a des déficits aussi, là, des déficits budgétaires importants qu'on a été obligé d'assumer. Donc, on continue en partie à payer l'épicerie avec la dette. Et c'est bien préoccupant. Puis, ce qu'on voit, c'est que cette dette-là augmente par rapport à tous les indicateurs. Et ça, c'est toutes des mauvaises tendances que les agences de notation vont sans doute voir là, quand ils vont passer à travers ça. Puis l'année en cours, là, celle qui vient de commencer, le 1er avril 2013, est bien mal commencée. Après les 4 premiers mois, le déficit était à 2,3 milliards, alors que l'an dernier, pour les 4 premiers mois, on a parlé de 1,8 milliard, donc on est quasiment à 30 % de plus élevé que l'an dernier. Les revenus sont pas là. Les revenus ont augmenté, les revenus autonomes du gouvernement ont augmenté de 0,6 %, puis on misait sur une augmentation de 5,2 %. Il ne faut pas oublier là, qu'on a là 1,5 milliard, là, le cadeau d'Ottawa là, pour l'harmonisation de la taxe de vente. Ça, c'est un one-shot deal, ça. Ah, c'est un one-shot deal. Puis là, les dépenses, jusqu'à date, pour les 4 premiers mois, les dépenses ont bondi de 4,3 % alors que la cible était de 1,9 %. Ah non, le gouvernement, ils sont à l'os, là. C'est bien mal parti. Je ne sais pas comment est-ce que Marceau va s'en sortir. Là, de plus en plus, on parle de déficit pour cette année. Au lieu de déficit zéro, on parle de 2,3 milliards peut-être. Alors, c'est préoccupant, là. Mais les Québécois, d'après le sondage que j'ai pu voir ce matin dans la presse, dans le site de la presse, à tantôt, il y avait quoi, 1300 répondants ou à peu près, là, pour la journée d'aujourd'hui. On parle que les Québécois, finalement, ça leur dérange pas qu'on fasse des déficits. Ben, les Grecs non plus, hein, ça les dérangeait pas, puis les Espagnols non plus, puis les Irlandais non plus, puis c'est sûr que tant que ça fait pas mal, tant que ça paraît pas, ben ça dérange personne. Mais éventuellement, la classe moyenne, tu sais, moi j'appelle ça le théorie de la grenouille dans l'eau. Tu sais, tu peux mettre une grenouille dans une casserole d'eau froide, puis mettre le feu, puis faire bouillir l'eau tranquillement. La grenouille s'en apercevra pas, puis elle va mourir. L'autre possibilité, c'est de prendre une grenouille, puis de la pitcher dans de l'eau bouillante, puis pouf, elle va ressortir tout de suite. Hein. Alors, nous, on est dans dans le scénario de l'eau qui commence à chauffer tranquillement, puis on s'en aperçoit pas, mais on peut pas continuellement comme ça emprunter. Il n'y a pas de différence vraiment entre un gouvernement puis un ménage. À un certain point, si les prêteurs cessent de te financer quand ta carte de crédit est pleine, ben ils vont dire ben là, c'est assez, là, c'est trop. T'sais. Et à ce moment-là, ça va faire mal. Puis le risque, surtout, c'est que comme ça arrive dans les pays qui ont des crises de liquidité ou des crises de solvabilité, c'est que c'est d'autres personnes qui prennent le contrôle. Ça peut être dans le cas du Québec, ça pourrait être Ottawa qui prendrait le contrôle. Ou l'Alberta, je sais pas, mais Ottawa, ça peut être les agences de notation, ça peut être des gens vraiment qui sont pas au Québec. Alors, le Québec perdrait le contrôle de ses finances. Mais ce qui risque d'arriver plutôt, c'est que, un peu comme quand Lucien Bouchard était revenu de New York en 1995, puis il s'était fait dire, ben là, si tu continues à avoir des déficits, on va te décoter. C'est bien possible qu'à un certain point, Nicolas Marceau aille à New York puis se fasse dire on va te décoter, puis là, il va revenir, puis ça va être la panique. On va couper partout, puis on va mettre du monde à pied avec un coup de hache, et puis on risque de mal couper, mais on va couper en panique. Si je comprends bien les petites questions, en fait, comme ça, sur le site de la presse, là, ce que les Québécois veulent, c'est les mêmes services, peut-être même plus, moins de taxes,
puis qu'on fasse des déficits. Ouais. Le beurre et l'argent du beurre. Mais tu sais, il y a moyen de... Moi, je pense qu'il y a moyen de... Il y a des choses à faire pour améliorer la productivité, pour éliminer le gaspillage de temps, d'argent, sans nécessairement couper dans les services. Tous les hommes d'affaires, moi, puis des centaines d'autres, ont fait ça dans leurs entreprises. À un certain point, après un bout de temps, le gras s'accumule. Puis là, à un certain point, bon, tu sais, mettons que tu as une récession, les revenus baissent. Là, tu dis, oups, attends un peu, là, je vais regarder mes dépenses. Ah, regardons ça, on a telle dépense qui n'est pas vraiment utile, ça sert pas. On fait faire 25 rapports, puis finalement, on les regarde plus. Tu sais, dans le temps, on pensait que c'était bon, là, on n'a plus besoin. Alors, il y a peut-être quelque chose que tu fais dans des entreprises qui peuvent être faites différemment, de façon plus productive, plus efficace, sans nécessairement couper dans les services. Les gens ont de la difficulté à comprendre ça parce que on est tellement habitué de voir le gaspillage gouvernemental, hein, quand tu vas dans les hôpitaux, les commissions scolaires, tout ça, tu finis par penser que c'est pas possible de mieux gérer, mais c'est possible, mais il faut donner des incitatifs aux gestionnaires de l'État de mieux gérer. Puis actuellement, ils n'ont pas ça. Mettons, un hôpital, là, un hôpital qui augmente sa productivité, il ne serait pas récompensé. Un hôpital qui, mettons que le temps d'attente moyen à l'hôpital général juif à Montréal ou bien l'hôpital au CHUL à Québec, là, mettons que le temps d'attente moyen à l'urgence baissait de, je sais pas moi, de 15 heures à 2 heures. Là. Y a-t-il quelqu'un qui va être récompensé? Là? Est-ce que les budgets de cet hôpital-là vont augmenter? Non. C'est la même affaire pour les écoles. Si tu as une école qui performe beaucoup mieux que les autres dans le réseau public, il n'y a pas vraiment de récompense. Mais il faut aller au-delà de ça quand même, Adrien, je crois. Parce que quand moi je parle au monde, les gens, surtout quand on voyage beaucoup, les gens se promènent, les gens reviennent moroses. Puis le grand projet que parle Lucien Bouchard hier, je ne sais pas si tu as vu ça, il était invité dans la région de Québec, les Violons du Roi, il était lui et son frère, ils ont fait comme un genre de stand-up comique, mais ils ont passé quelques messages. Il parle qu'au Québec, il n'y a plus rien à faire, des petits groupes d'individus bloquent tout, puis qu'on n'a pas de projet rassembleur. Moi, projet rassembleur, ça me fait peur, ça me fait penser à monorail, ça me fait penser à mettre des tramways partout, ça me fait penser à donner un médecin à chaque famille, peu importe s'il est bon ou pas bon. C'est des projets de fous qui vont nous entraîner des grandes dépenses. Alors que, moi, je pense que les Québécois, on a juste besoin de leur redonner de la fierté, que quand ils reviennent d'ailleurs, ils sont pas fâchés, ils sont pas moroses. Moi, en fin de semaine, quand j'ai parti du Costco à Burlington, après avoir pris un vol à Burlington, je voulais aller à Burlington, ça m'a coûté 1 000 pour 4 billets, donc un peu moins de 1 000, puis dans ma région, ça m'aurait coûté 2 000, donc je suis parti en auto à Burlington à 4h moins quart du matin. Puis en partant de l'avion, j'ai dit, on va arrêter chez Costco. On avait une glacière. On va acheter du lait, 2,99 au lieu de 6 et 10. On va prendre les 4 bouteilles de vin qu'on a le droit à douane. Au lieu de payer 19,20$, on s'est payé 8,95. On a même acheté du pain, les 2 pains italiens qu'on aime. On revenait à 2,99 au lieu de 6$ ici. Plus les impôts, les taxes de vente, les gens, ils sont tannés. Ils comparent et ils sont tannés d'être toujours... Ils vont mettre du gaz, ils se font fourrer. Ils achètent du fromage, ils se font fourrer. Ah oui, on a acheté du fromage parce que un bloc de parmesan à Burlington ou en Floride, vous l'amenez, 1,5 livres, ça vous revient à 8$. Ici, c'est 22-23$, le même bloc, 24 mois. Les gens sont tannés. Les gens sont tannés. Vraiment tannés. Je sais pas ce qu'on fait avec ça, là, mais ils sont tannés. Mais Jeff, il y a beaucoup de gens qui pensent que... les entrepreneurs québécois se remplissent les poches à cause de ça. Là. Ça n'a pas de bon sens, là, 22$ alors que c'est 7$ aux États-Unis. Ça doit être parce que les entrepreneurs se remplissent les poches, mais c'est pas vraiment ça. Souvent, c'est de la réglementation, c'est des taxes indirectes. Il faut qu'on se paye. Les services qu'on se donne, là, que ce soit la santé, l'éducation, tous les services qu'on se donne, là, il faut se les payer. OK, c'est pas gratuit. Alors, on peut se les payer, entre autres, par des taxes directes ou indirectes, TPS, TVQ, des trucs de même. Mais quand tu payes des impôts, quand les entreprises payent de l'impôt, par exemple, pour eux autres, c'est un coût, c'est un autre coût. Tu sais, t'as la main-d'œuvre, t'as le loyer, t'as l'électricité qu'il faut que tu payes, puis t'as les taxes. Ça se ramasse dans le prix du produit. Plus tes taxes sont élevées, plus tu dois charger cher aux consommateurs pour pouvoir récupérer les taxes que tu as payées. Ça finit toujours par se ramasser dans le prix du produit, ces affaires-là.
Alors que ce soit des douanes, que ce soit des toutes sortes de taxes directes ou indirectes, c'est toujours nous autres qui finissons par payer. Alors, c'est ça qui fait que on paye, tu sais, comme tu dis, les bouteilles de vin à 20$ au lieu de les payer à 10$. Le 10$ d'extra, ben, c'est une taxe, finalement, qui s'est ramassée à quelque part pour financer quelque chose. Mais si est-ce que c'est possible? Parce que là, François Legault a soulevé le point d'enlever la taxe scolaire, puis la taxe santé, puis pas rajouter de points d'impôt, là, de carrément enlever donc 1 000$ par famille. Mais c'est même plus, effectivement, on veut pas payer plus de taxes qu'ailleurs. On ne veut pas. Moi, je pense que les gens que je vois, ils veulent, mettons qu'ils savent que leur frère reste, je sais pas moi, à Saskatchewan, puis son frère gagne 50 000, puis lui aussi gagne 50 000. Son frère, il dit, ben moi, sur ma paye, il me reste tel montant par semaine. Toi, il t'en reste combien? Mais si bon, il m'en reste 150 de moins. Et, quand tu vas à l'essence, tu payes combien cette semaine? Ah, ben moi, je paye 1,34 au Québec. Ah, ben moi, je paye 1,10 cette semaine. T'es-tu allé à l'épicerie? On part dans les histoires de tantôt. Est-tu possible que ça coûte... On parle pas ici là, de la moitié du budget du Québec. Là. Est-tu possible pour une couple de milliards de dire aux Québécois et de vendre ça aux Québécois, vous serez plus gêné de comparer votre chèque de paye avec votre voisin? Vous serez plus gêné quand il va venir ici puis il va aller au magasin, puis il ne dira pas « Hey, it's a very expensive city here ». Il ne dira pas ça parce qu'il va manger ses pâtes parce que le restaurateur va être capable de les faire comme lui, il les paye chez eux dans le Wisconsin. Il va être capable de faire son assiette de pâtes à 12$ au lieu de 17,95. Y a-tu moyen pour l'État de changer ça? Il faut augmenter la productivité de l'État. Il faut rapetisser l'État. C'est ça qui est difficile à comprendre. L'État, là, ça produit rien. Non. Ça dépense de l'argent. Puis ce coût-là se ramasse dans le prix des produits qu'on paye. Plus ton État est petit, moins il va y avoir de taxes, plus les prix vont baisser. C'est ça, les gens ont de la difficulté à voir le lien entre les deux. Mais, tu sais, François Legault, quand il parle de... Moi, j'ai trouvé ça intéressant, là, ce qu'il disait cette semaine. Bon, tu sais, il pense qu'il peut couper la cotisation santé, couper les taxes scolaires, et il va arriver quand même, tu sais. Mais ça, d'abord, je trouve ça intéressant qu'il parle de ça. Parce que nous, au Parti conservateur du Québec, c'est ça qu'on demande. On veut baisser les taxes. On veut éliminer la taxe scolaire. Nous autres, on veut baisser les taxes, baisser les impôts. Mais nous, de la façon qu'on va le faire, c'est soit en coupant directement des choses que l'État fait qu'il ne devrait pas faire, ou soit en privatisant des choses pour que ça soit fait de façon plus efficace, que ça coûte moins cher, ou soit en réorganisant la productivité du gouvernement pour les choses qu'on ne peut pas sous-traiter. Mais le problème avec François Legault, c'est que si on se rappelle, la CAQ a toujours dit, OK, on va couper en fait, ils ne veulent pas vraiment éliminer les commissions scolaires, ils veulent seulement en réduire le nombre puis en changer le nom, là, mais en tout cas, ils vont réduire le nombre de commissions scolaires, ils veulent diminuer les agences de santé ou couper les agences de santé. Mais au lieu de baisser les taxes et les impôts, ils ont toujours dit, on va prendre cet argent-là, puis on va le dépenser ailleurs. Oui. On va augmenter le salaire des professeurs de 20%. Exact. Ça va coûter 1 milliard par année. Puis ça, ben c'est bon parce que tout d'un coup, il va y avoir moins de décrochage scolaire. On va couper dans les agences de santé. On va couper chez Hydro-Québec. Puis avec l'argent qu'on va épargner, on va le dépenser pour augmenter le salaire des médecins pour les encourager à prendre plus de patients. Comme s'il y avait le temps de prendre plus de patients. T'sais. Alors, il y a deux approches différentes. L'approche de François Legault, c'est la gauche efficace qui dit, moi, je suis capable de mieux gérer l'État. On va garder les programmes sociaux comme on les a. On privatise rien. On a besoin d'un État fort. Mais moi, François Legault, je suis capable de mieux gérer que Mme Marois ou que M. Charest ou M. Couillard. Et il y a l'approche du Parti conservateur du Québec qui dit, non, François, t'es pas capable de mieux gérer l'État. Il est trop gros. Tu seras jamais capable. Il faut que tu diminues la taille de l'État. Il faut que tu coupes des choses. Il faut que tu leur demandes d'en faire moins. Tu donnes ça au privé. Puis ce que tu dois absolument faire par l'État, tu sais, comme par exemple la justice, ben là, il faut bien le financer, mais il faut donner des incitatifs privés pour qu'il soit plus efficace, plus productif. Alors, c'est deux approches. Il y en a un qui dit, moi, je suis capable de gérer un gros État. L'autre qui dit, non, ça ne gère pas un gros État. On a besoin d'un État, oui, c'est vrai, mais un État, c'est essentiel, mais essayons de le limiter à l'essentiel, puis le reste, laissons-le aux individus, aux Québécois, qui sont intelligents, débrouillards,
créatifs et qui sont capables de se promener en bicycle à 2 roues sans avoir les 2 petits trous en arrière. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir un État accompagnateur, un État qui te guide, un État qui te dit quoi faire. Alors, c'est 2 approches complètement différentes. Et mon approche est une approche qui dit on peut être fier, on peut redevenir fier, on peut redevenir les meilleurs, on peut redevenir les plus productifs, on peut redevenir les plus créatifs. Laissez-nous la paix, bande de fonctionnaires puis de bureaucrates. On est capable de le faire. Adrien. Ça prend un État, mais ils sont pas obligés de tout réglementer là, à chaque chose qu'on fait, là. Adrien, je connais pas ton horaire du temps. Je dois arrêter pour une pause là. Mais si tu as encore 10-15 minutes, il y a d'autres sujets qu'on a sur la liste si tu as le temps. Sinon, on se reprend la semaine prochaine. Avec plaisir, Jeff. OK, on fait une pause rapide et on revient dans un instant sur radiopirate.com. Radiopirate.com, gratis. Full nouveau rock. Pirate. Matt et Suzy photographes. C'est des photos de mariage vues par l'œil d'un homme, Matt, mais surtout une touche féminine, celle de Suzy. C'est ce que vous offre Matt et Suzy photographes. Allez voir ce qu'ils font sur mattsetsuzy.com. Les cliniques laser épilation, plus qu'un nom, une grande réputation. Numéro de téléphone 418-621-5553. Depuis 2001, on est là, nous, bien avant la vague. Là, maintenant, tout le monde y passe ou à peu près. Les filles, bien sûr, les gars, les jeunes filles qui veulent pas faire comme leur mère puis se raser tous les jours. Règle ça une fois pour toutes. Beau cadeau de Noël, certificat cadeau de Noël. Puis je vais vous dire également la différence entre nous et les autres, la connaissez maintenant, mais je vais autant vous le répéter, c'est comme ça que ça marche, pète et répète. On a le meilleur équipement, un staff qui fait uniquement ça. On est disponible 6 jours par semaine, les soirs également. On a des prix hyper agressifs. Puis si vous achetez un certificat cadeau, contrairement à d'autres qui sont arrivés, qui sont partis vite, nous, on va être là demain. Les cliniques laser épilation, 418-621-5553. Les généreuses assiettes en sauce de chez Ashton. Les meilleures viandes, des frites coupées à la main et la bonne sauce maison. Ça, c'est réconfortant. Pour un temps limité, elles sont à seulement 7 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate. Get pirate or get out. Un petit 15 encore avec notre ami Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, on y va avec les réactions. Je sais qu'on a jasé tantôt, très intéressante ta conclusion, by the way, tantôt. Les réactions de Couillard, on a parlé de Legault, mais celle de Couillard également, où il a l'air, lui, à baisser les bras. Mais ce que je disais ce matin aux Pirates et l'équipe, c'est que le Parti libéral et le Parti québécois sont tous responsables de ce bordel-là, les deux. Là, c'est pas rien qu'un. C'est les deux qui sont responsables. Donc, la réaction de Couillard, elle est normale. Il sait qu'il serait pas capable de faire mieux. Il ne changera rien, lui, s'il se ramasse au pouvoir. Ben exactement. Je veux dire, là, on a fait l'analyse des états financiers d'une année, puis ça donne que c'est l'année du PQ, là, mais quand on parle de la dette accumulée de presque 200 milliards, puis là, ça comprend pas la dette des commissions scolaires, la dette des hôpitaux, la dette des municipalités, là, mais tout ça, c'est un bagage historique qui nous a été légué par les libéraux et les péquistes. Là. Ça fait 40 ans qu'on est là-dessus, qu'on prend la recette, le livre de recettes du modèle québécois, et on est rendu quasiment au dernier chapitre de ce livre-là. Puis voici ce que ça a donné. Ça donne 260 milliards, quand on calcule tout, 260 milliards de dettes. Ça donne des déficits. Il y en a qui disent, nos déficits sont très bas comparés à l'Ontario. Ça, c'est vrai. Mais le déficit accumulé depuis 40 ans, par contre, là, 40 années de déficit, on est bien plus haut que l'Ontario, là. Et donc, c'est ça, c'est les libéraux et les péquistes sont des gauchistes. D'ailleurs, on se rappellera que Philippe Couillard avait dit après le congrès des jeunes du Parti libéral que le Parti libéral était plus progressiste que le PQ. Alors, faut pas s'étonner de voir Philippe Couillard de dire là, c'est pas trop grave, le déficit, là, on va patcher ça sur 3-4 années, tu sais. Puis peut-être que oui, peut-être qu'on est capable de faire encore un 3-4 ans, rajouter un autre 30-40 milliards de dettes. Mais ça n'a pas de sens. Ben, tu sais, à un certain point, il arrive un point où les prêteurs te disent, ouais, ben là,
commence à être un peu inquiet. Je vais arrêter de te prêter. Puis le gouvernement, il faut comprendre que le gouvernement est constamment en train d'emprunter de l'argent. Tu sais, parce que il peut emprunter de l'argent sur, mettons, 20 ans. Mettons qu'il emprunte 5 milliards sur 20 ans. Ça arrive. Mais des fois, il emprunte 5 milliards sur 6 mois, ou sur 1 an, ou sur 2 ans. Et la dette qu'il a empruntée, mettons qu'il a emprunté 5 milliards il y a 20 ans. Pendant 20 ans, ben là, ça arrive à échéance. Alors, constamment, il y a des obligations du gouvernement qui arrivent à échéance, puis donc, il est constamment dans le marché en train de réemprunter, OK? Ne serait-ce que pour refinancer la dette actuelle, plus il emprunte pour les nouvelles dettes qu'il a contractées. Alors donc, il est constamment, le gouvernement du Québec, comme le gouvernement fédéral, comme tous les gouvernements, sont constamment à New York en train d'emprunter de l'argent. Et ce qui arrive à un certain point, c'est que s'il y en a un qui commence à dire « Oh, ben là, hey, my God, je commence à être inquiet, les revenus du gouvernement du Québec baissent, l'économie est pas bonne, je pense qu'on va passer, on va aller prêter plutôt à l'Alberta, on va aller prêter aux États-Unis, on va aller prêter ailleurs, tu sais. » Et là, à ce moment-là, le gouvernement du Québec est obligé d'augmenter ses taux d'intérêt, de payer plus cher pour attirer les gens, pour leur dire, ouais, mais tu sais, même si peut-être que ça va pas trop bien au Québec, on va te payer 5-6% d'intérêt, viens nous prêter l'argent. Mais là, payer 5-6% d'intérêt comparé à 2%, là, ça creuse ton déficit, ça te coûte plus cher. Et à un certain point, donc, tes déficits augmentent de plus en plus. Et là, les gens veulent te prêter de moins en moins parce que ton déficit augmente de plus en plus. Puis ça devient une espèce de spirale, tu sais. Donc, c'est là que tu passes d'une crise de crédit où les gens disent on veut avoir plus de taux d'intérêt parce qu'on trouve que ton crédit est pas bon. Et là, tu passes à une crise de liquidité où les gens littéralement disent on te prête pas. Puis ça arrive là. Ah oui, ça arrive. Moi, le meilleur exemple l'exemple qui m'a toujours frappé, c'est l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Quand le gouvernement travailliste, un gouvernement de gauche, là, a été élu à la fin des années 70, 2 jours ou 3 jours après la prise du pouvoir par les travaillistes de gauche, le sous-ministre des Finances est allé voir le ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances, ça fait 3 jours qu'il était là, puis il lui a dit, « Monsieur le ministre, j'ai une mauvaise nouvelle. On n'est plus capable d'emprunter. Il n'y a plus personne qui veut nous prêter de l'argent. » Puis là, ben, ça a été le début de la fin. Alors là, qu'est-ce que tu veux? Là, il y a eu une énorme restructuration. Les programmes ont été tous refondus. Ils ont ils ont été obligés de couper. C'était la même affaire en Suède, dans les pays scandinaves. Dans les années 2000, il y a eu une crise comme ça. À la fin des années 90, il y a eu une crise comme ça. Et là, ça a forcé la main aux Scandinaves de tout restructurer leurs programmes sociaux puis leur économie. J'ai hâte que ça arrive. Je sais que ça va passer par là. Je sais que le sondage de ce matin, là, les Québécois ne comprendront pas tant que ça n'arrivera pas. On a bien beau avoir des discours de même. C'est pas tout le monde qui ont accès. Il y en a qui sont en déni. Il y en a qui se mettent les 2 mains sur les oreilles. Ils veulent pas l'entendre. Ils veulent avoir le statu quo parce qu'ils sont bénéficiaires de ça. Ils vont tous comprendre ce monde-là, et il y en a qui vont mettre en déni quand ça va arriver. Ils vont accuser les banques, ils vont accuser les hommes d'affaires, ils vont accuser le capitalisme, ils vont accuser tout, là. Mais j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte qu'à un moment donné, on ait un téléphone de New York ou d'ailleurs, qu'on nous dise non, si tu veux qu'on te prête, ça va te coûter plus cher parce que tu dépenses, t'as un problème il y a une addiction à la drogue, il y en a à la boisson, il y en a au jeu, il y en a au sexe. Ben toi, t'en as à la carte de crédit. Et c'est non. Si tu veux qu'on te prête, il va falloir que tu nous en donnes plus en retour, ou tu iras voir d'autres prêteurs privés qui, eux autres, vont te demander 15% puis un dépôt avant parce qu'ils n'est plus capable de te prêter. T'es trop à risque. Il y a des pays qui ont été obligés de frapper le mur pour que ça arrive. On parlait de Nouvelle-Zélande, la Scandinavie, la Grèce, tout ça. Ça a bien tourné. Il y a d'autres endroits qui ont réussi à reprendre un virage avant que ça arrive. Je pense à 1979, quand les Anglais en Angleterre ont élu Thatcher. Il y avait, il y a eu l'hiver de 79 en Angleterre a été terrible. Il y avait des grèves. Les ambulanciers, les corbillards étaient en grève. Il y avait des corps qui traînaient. C'était épouvantable. Et les conservateurs ont été élus, puis ils ont ramené l'Angleterre, ils ont redonné la fierté dont on parlait tantôt aux Anglais. Alors, ça dépend des pays. Il y en a qui vont peut-être, la plupart ont tendance à
à tomber dans le précipice, mais il y en a qui sont capables d'arrêter juste avant de tomber. Oui, mais ça, c'est plus anglo-saxon. Oui, sauf qu'il y a le Canada. Ottawa, à un certain point, d'après moi, va être obligé c'est bien possible qu'Ottawa prenne le contrôle des finances publiques du Québec. Hein, si Ottawa commence ça serait une guerre civile. prêter de l'argent au gouvernement du Québec pour une guerre civile. Une crise de liquidité, c'est comme, le Canada pourrait être le FMI, le Fonds monétaire international du Québec. Là. Ben, c'est la séparation. La séparation va arriver. Peut-être, mais si jamais, disons que le Québec est en situation financière tellement grave, en crise de liquidité, puis il n'y a plus personne de l'externe qui veut prêter de l'argent au Québec, et que là, la seule façon, c'est que le gouvernement fédéral prête de l'argent au Québec, je suis pas certain que les Québécois vont vouloir à ce moment-là se séparer parce que tu vas arriver dans un... Oui, je comprends. Tu ne peux pas te séparer de ton prêteur. En faillite tout de suite le jour 1. Ben oui. Oui, mais tu comprends, moi, je suis toujours en train de penser aux 30-32% de Québécois qui, eux autres, là, ils s'en sacent de ça. Là. Je comprends que le reste, il faut faire confiance aux 68-70% de gens qu'on est capable de convaincre, d'éduquer, puis qui comprennent que si on fait ça, on se met dans le trouble. Là. Mais il y a tellement de gens... c'est tellement l'illogisme tout partout. Là. Quand j'entends les commentaires là-dessus, je capote. Mais tu comprends ce que je veux dire quand c'est les anglo-saxons qui ont plus ce comportement-là au niveau... As-tu remarqué que quand on donne des exemples, quoique la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être l'exception qui ne confirme pas la règle, là, mais les anglo-saxons ont plus, dans leur culture, une mentalité... Ils comprennent l'économie, ils aiment l'économie, ils aiment en jaser. On le voit par je dirais, les magazines, les journaux... C'est pas dans nous, les Latins, d'aimer parler d'économie, d'aimer parler de ces choses-là. On aime mieux... Ça nous intéresse plus les débats de société puis les chicanes comme les histoires qu'on a actuellement avec la Charte des valeurs québécoises que parler d'économie. Et c'est ça qui me pousse à penser qu'on devra aller jusqu'à un coup de ses doigts des financiers pour nous dire, ben là, non, vous allez trop loin, on n'est pas capable. Mais c'est vrai qu'on a le Canada qui nous back. Mais ça, je pense qu'on s'en sert. Hein, on joue. Parce que dans la famille, on est comme... Dans la famille canadienne, on est comme l'enfant que, tu sais, de papa a réussi avec tous ses fils. Mais il y en a un qui n'a pas été capable d'envoyer à l'université. Il n'est pas capable de l'amener dans son entreprise. Il n'y a rien à faire. Il est dans un bordel. Il sort à tous les soirs. Il prend de la drogue. On est un peu cet enfant-là là, de la famille. Là. Et tout ça lui est dû. Oui, et tout lui est dû, effectivement. C'est un peu ça, non? C'est un peu ingrat. Moi, j'ai trouvé intéressant, j'avais parlé à Danielle Smith, qui était la chef du parti Wild Rose en Alberta, qui est un autre parti, si on peut dire, le conservateur fiscal. Et elle disait, nous, la péréquation, on est chanceux en Alberta parce qu'on a des ressources naturelles, on a du pétrole, et on n'a pas de problème à envoyer de l'argent aux provinces qui sont plus pauvres. D'ailleurs, l'Alberta, au début de la Confédération, a bénéficié... au début, l'Alberta a bénéficié de la péréquation canadienne. Oui, ça, il nous le rappelle. On n'a pas d'objection à aider les provinces pauvres. Mais elle dit, le problème qu'on a, c'est que ça permet aux Québécois de se payer des programmes qu'on n'a même pas, nous autres, en Alberta. On n'a pas, nous autres, de garderie à 7 piastres. On n'a pas, nous autres, de l'université à 2000 piastres par trimestre, là, par semestre. On n'a pas ça, nous autres. On n'a pas les congés parentaux. Alors, elle dit, on n'a pas d'objection à contribuer parce qu'on a la chance d'avoir du pétrole, puis les autres n'en ont pas. Mais il faudrait peut-être voir... Là, il y a une maudite limite, c'est ça qu'elle veut dire. Il y a une maudite limite. Elle dit, on est prêt à vous aider, mais il y a une maudite limite. C'est ça, il y a des limites. Bon. Et peut-être que, si en Alberta, si l'Alberta se lève à un certain point et dit, là, attends un peu, là, nous autres, on est tannés, là. On veut avoir une renégociation, une réflexion en profondeur sur le système de péréquation au Québec, au Canada. Ben là, il y a autrement, sinon on n'envoie pas notre chèque. Là, il va falloir qu'on s'assoie à table, là, parce qu'on est malheureusement, les souverainistes disent qu'ils veulent être indépendants, mais malheureusement, au niveau financier, on est dépendant de l'Alberta. Et donc, moi, je veux pas qu'on se rende là, parce qu'à ce moment-là, tu perds le contrôle tu perds ta souveraineté.
Le Québec contrôlerait plus rien, puis tout serait contrôlé d'Ottawa ou de Calgary. Mais à 9 milliards de péréquation, on a déjà perdu un bout de souveraineté, là. En tout cas, à un certain point, c'est certain que le party peut pas continuer. La musique va arrêter, puis il va manquer de chaises pour que les gens puissent s'asseoir. C'est ça qui va arriver. Hey, juste pour finir, en 2 minutes, je ne sais pas si tu as le temps de me résumer ça. Global Petroleum Survey de l'Institut Fraser ou Fraser. Tu voulais nous parler de ça ce matin. Oui, alors l'Institut Fraser publie à chaque année depuis 7 ans un rapport sur l'état, si on veut, c'est une enquête qui est menée auprès d'à peu près 850 dirigeants de compagnies pétrolières, gazières, à travers le monde. Et c'est un sondage sur les impressions, sur les perceptions des investisseurs, où sont les meilleurs endroits pour investir dans le secteur pétrolier gazier. Et ce qui est préoccupant, c'est que le Québec est en chute libre depuis 2-3 ans. Puis encore une fois, c'est pas seulement le PQ, là, mais si on regarde l'an dernier, on était on avait le rang 101 sur 147. L'année d'avant, on était 92e sur 135. Donc, en 2011, 92e. En 2012, 101e. Puis là, en 2013, 141. Donc, on est passé de 101 à 141 pour les endroits qui sont les plus intéressants pour les investisseurs. Bon, il y a différents indices, là, il y a plusieurs questions dans le questionnaire. Ce qui est intéressant, il y a un indice de perception des politiques qui mesure les perceptions des investisseurs relativement à toutes les contraintes réglementaires qu'on peut avoir, là, l'environnement, toutes les contraintes du Code du travail, les incohérences, les dédoublements, les jugements arbitraires des fonctionnaires. Et là, ça c'est le pire, là, le Québec se classe parmi les 20 derniers territoires. Sur les 157, là, on est parmi les 20 derniers. On est en arrière des pays comme le Nigeria, la Somalie, le Kazakhstan. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. C'est pas fort, là, tu sais. Moi, je parlais à un ami récemment qui me disait qu'il avait parlé à un grand chef d'entreprise d'une entreprise internationale qui avait été intéressé par le plan Nord. Ils sont venus ici, ils ont investi du temps, ils ont investi de l'argent pour comprendre. Puis là, quand le PQ est arrivé et que là, ils ont reparlé on augmente les redevances, on va changer les lois, la loi sur les mines, tout ça. Les autres, ils ont sacré le camp, mais c'est pas rien qu'ils ont sacré le camp. Le gars a dit « never again ». Plus jamais on va venir au Québec. Tu sais, ça fait mal, ça. Puis pourtant, quand tu regardes dans les territoires qui se classent parmi les 10 premiers en Amérique du Nord, là, on parle de l'Oklahoma, on parle du Mississippi, puis la troisième, c'est qui? La Saskatchewan. C'est pas l'Alberta, c'est drôle, hein? C'est la Saskatchewan. Puis le territoire canadien suivant, c'est le Manitoba, qui est le 9e, puis l'Alberta arrive au 19e rang. Puis la Saskatchewan puis le Manitoba se disputent la première place des provinces canadiennes en alternance depuis 2009. Puis quand tu vas en Saskatchewan, là, il y a de l'action. Là, mon chum, là, on pense que Saskatchewan, c'est plate, puis il y a rien qui se passe, puis tout ça, mais il y a un développement incroyable là-bas. Alors, l'incertitude politique, particulièrement en ce qui concerne des projets, tu sais, de pipeline, puis tout ça, là, quand tu regardes, par exemple, la Colombie-Britannique, là, cette incertitude politique-là les a fait chuter de la 39e place à la 47e place. Bon, c'est encore pas pire, là. Mais ça, pourquoi? C'est parce que les 2 projets de pipeline sont en l'air, puis on parle d'une taxe. Il y a eu une taxe provinciale sur le carbone en Colombie-Britannique. Puis alors, ça fait peur au monde. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, les groupes de pression, les règlements, les ci, les ça, les commissions. Ça finit plus. J'ai aimé la phrase de George W. Bush cette semaine sur le pipeline Excel Keystone qui a dit, et c'est très, très simple, mais j'adore la simplicité, build the damn thing. Ouais, it's a no-brainer. C'est Colin de crime. Hey, merci Adrien, toujours un plaisir de te parler. On se reparle prochainement, le plus tôt possible. Jeff, salut, bonne journée. Bonne semaine, on se reparle bientôt. Bye. Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec à radiopirate.com.